Corinne, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de quelques tendances du marketing d'influence, quelques tendances 2024 qui sont apparues, qui devraient a priori, j'espère, se vérifier, et concernant le marketing d'influence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne et compagnie. Alors, jusqu'à présent, on parlait pas mal de marketing relationnel. Donc, le marketing relationnel, c'était la relation qui est individualisée entre une marque et ses clients tout au long des interactions. Euh, mais généralement, il s'agissait surtout d'un dialogue continu avec la clientèle qui se manifestait par des propositions qui étaient adoptées suite au parcours du client. Donc, généralement, l'envoi d'emails, de promotions, enfin, tout ce qui permettait qui incitait le client à tester ou à acheter un produit. Ensuite, la marque proposait avec des propositions visant à faire des achats, à ce que son client fasse des achats plus fréquents que ce qu'il avait imaginé de faire. Et on avait également des offres pour l'acquisition de produits de la même marque qui étaient présentées. Donc, tout ça c'était généralement un process attendez, un process qui était là pour, je vais changer un process qui était en fait là pour surtout, enfin, process divers, mais qui révélait que l'initiative était toujours à l'initiative de la marque. Et la marque décidait, elle actait et elle dialoguait envers son client. Alors, changement de programme désormais, c'est que désormais, on parle plutôt de marketing relationnel d'influence. Donc, le marketing relationnel d'influence, qu'est-ce que c'est? C'est en fait on décide désormais que la communication envers la marque se fait à l'initiative, ne se fait plus simplement à l'initiative de la marque. La communication, de façon générale, ne se fait plus simplement à l'initiative de la marque, mais elle va désormais se faire également à l'initiative du consommateur. C'est que le dialogue va s'inverser. Donc, avec les réseaux sociaux, les consommateurs et les utilisateurs s'expriment spontanément. Donc, on parle de user-generated content. Et c'est une longue conversation et non plus simplement un monologue. Donc, en fait, les marques reconnaissent que l'opinion des consommateurs est leur meilleure forme de publicité. Et cette pratique marque un virage vers l'authenticité dans le marketing. C'est que désormais, on se base sur ces contenus générés spontanément pour capitaliser sur les qualités du produit, des marques, etc. Et une stratégie de marketing conversationnel d'influence qui fonctionne, c'est donc une stratégie qui va désormais miser sur l'interaction avec la communauté de façon à créer de la proximité. Et cette, de façon à créer de la proximité qui va se révéler assez productrice de contenu et de contenu un peu différent de ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc, on parle maintenant de la montée en puissance. 2024, on parle de la nécessaire montée en puissance de l'interactivité. Parce qu'en fait, il faut prendre en compte tous les contacts qui sont suscités à l'initiative du consommateur. Donc, j'en ai listé quelques-uns. On peut avoir des demandes de devis, des demandes d'information, on peut avoir des questions, on peut avoir des réclamations, on peut avoir un signe de mécontentement, on peut avoir un signe de contentement, on peut avoir un avis, on peut avoir des échanges entre consommateurs au sujet de la marque. Par exemple, désormais, si vous achetez un produit chez Darty, par exemple, vous êtes considéré comme étant conseillère potentielle. Et donc, si un client a une question technique sur un produit, on vous transmet la question puisque vous avez acheté le même produit pour éventuellement lui répondre et l'aider à résoudre son problème. Et donc, ce qu'on a constaté également, c'est que le contenu informationnel purement promotionnel était plus toléré par les consommateurs ou les personnes s'intéressaient à un produit. C'est que la marque ne veut plus se contenter de simplement envoyer des informations promotionnelles et des informations sur les prix et des recommandations sur des produits. Il faut il faut obligatoirement qu'il y ait une interaction et donc, cette interaction, elle va
capitaliser sur la proximité avec la marque. Et l'idée, c'est toujours toujours d'amplifier l'authenticité des actions et de travailler positivement sur la notoriété. C'est que c'est pas anodin, ça, qu'il faut toujours essayer de rentrer dans un dialogue conversationnel construit qui va permettre de capitaliser sur l'authenticité et sur les qualités de la marque. Donc finalement, ce que vont faire les marques, elles vont essayer de favoriser l'authenticité par les paid UGC, donc les Generate Content. Donc cette recours à des micro-influenceurs pour la promotion des produits, ça devrait connaître une très grande expansion en 2024. C'est-à-dire que a priori, c'est une version payante des contenus, c'est-à-dire que désormais, on n'attend plus que les gens produisent des contenus spontanés. On va les influencer en les payant, en les rémunérant, à produire des contenus sur les produits qu'ils utilisent ou qu'ils connaissent. Et donc, cette collaboration avec des créateurs de contenu, elle va être recherchée avec des collaborateurs qui ont des communautés qui sont très engagées, qui sont très impliquées avec des valeurs qui peuvent se révéler proches de celles de la marque de façon à obtenir des relations authentiques et d'accroître la notoriété de façon ciblée, de transmettre efficacement une proposition de valeur. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de payer des influenceurs qui sont simplement là pour ramasser un peu le profit de ça. L'idée, c'est de plutôt créer des partenariats de longue durée avec des, des, des partenaires engagés plutôt que d'avoir une multiplicité de partenaires éphémères. Surtout que depuis 1900, enfin depuis la loi de juillet 2023, les créateurs de contenu sont obligés désormais dans l'obligation légale de déclarer lorsqu'ils sont rémunérés. Donc, ce qui veut dire que c'est transparent. Donc, à partir du moment où il y a une transparence, il faut bien choisir ses micro-influenceurs. Donc, deuxième élément dans le choix ce qui est indispensable dans le choix des micro-influenceurs, hein, c'est qu'en fait, désormais, il y a une approche multicanale qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'en 2022, on avait plus de 80% des influenceurs qui réalisaient leur campagne sur Instagram. Désormais, les choses ont un peu changé puisque depuis TikTok, qui était déjà un des nouveaux piliers de l'influence, a connu une croissance impressionnante on estime qu'ils ont augmenté de 215% en un an, entre 2022 et 2023. Donc, ils deviennent vraiment incontournables. Et faut les prendre en compte à tout niveau. Ce qui veut dire que les marques vont être obligées d'adopter une approche multiplateforme qui collaborent avec des influenceurs qui sont présents sur plusieurs canaux de façon à toucher un public beaucoup plus large et beaucoup plus diversifié. Indispensable pour pouvoir couvrir le spectre de leur client potentiel. Et donc, ça permet d'exploiter les forces de chaque plateforme en offrant des moyens uniques d'engager les audiences et en renforçant la crédibilité des influenceurs, tout en mettant en valeur leur polyvalence et leur expertise dans différents formats de contenu. Donc ça devient vraiment indispensable, c'est qu'il faut qu'elles soient partout. Elles ne peuvent plus se contenter de se dire on va générer du contenu sur Instagram ou du contenu sur Facebook ou sur une autre plateforme. Il faut multiplier les collaborations de façon à pouvoir intervenir sur toutes les plateformes. Deuxième chose, ce que ça implique également, c'est que ça implique la multiplicité des contenus vidéo, la montée des contenus vidéo. Donc, tous les formats courts, tels que les podcasts, les stories Instagram, les TikToks, etc., ça continue à dominer le paysage médiatique et c'est caractérisé par une sophistication et une créativité accrue. C'est-à-dire que désormais, les marques ne peuvent plus faire l'impasse sur ces contenus vidéo et donc elles sont obligées de se mettre au niveau. C'est-à-dire que les gens qu'elles visent sont aussi des experts et donc il faut être en mesure d'être au niveau de leur cible. Ce qui implique que ça intègre des narrations plus complexes, des interactions en temps réel avec l'audience et ça offre aux marques des opportunités utiles, uniques pour renforcer les liens avec les consommateurs de façon significative. C'est qu'il faut toujours être dans l'idée qu'il faut chercher, de chercher de l'interactivité et faire réagir les cibles à tout niveau. Pas simplement sur des choses assez basiques, il faut également, même qu'elles soient par exemple en admiration ou qu'elles relaient des contenus vidéo parce qu'elles les trouvent adaptés, parce qu'elles les trouvent pérennes, parce qu'elles les trouvent correspondant aux valeurs de la marque, ce genre de choses.
Donc, le contenu vidéo, on est sur une fusion qui est entre l'immersion, l'interaction et le storytelling. Et donc, le contenu vidéo, ça devient un levier marketing essentiel et stratégique pour captiver et engager les consommateurs de façon efficace. Donc, quelques chiffres, parce que je sais que certains les chiffres. Donc, HubSpot a constaté une augmentation de 120% des prospects qualifiés après avoir lancé une campagne vidéo. Et Wix a constaté une augmentation de 49% des ventes après avoir lancé une campagne vidéo sur YouTube. Donc, ça existe. On a des chiffres, c'est mesuré, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Autre élément, la recherche vocale. C'est-à-dire que là, c'est des choses qui sont devenues, c'est des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'avec Siri, Alexia, Google Assistant, etc., la recherche vocale, elle devient des aspects cruciaux des tendances marketing orientées de SEO en 2024. Parce que la problématique des recherches vocales, c'est qu'elles sont beaucoup plus complexe et détaillé. C'est qu'avant, on disait, on allait taper sur Internet Resto Paris 18. Et maintenant, on va dire Alexia, trouve-moi un resto pas très loin de chez moi, dans le Paris 18e, qui serve à partir de 19 heures et sur lequel on pourrait avoir à la fois des menus pour enfants et des menus à base de viande, mais aussi un menu végétarien. Et donc, ce qui veut dire que le référencement de la marque ou du resto en question va devoir prendre en compte tous ces éléments pour pouvoir répondre à toutes les consignes et tout ce qui est demandé. Donc, cette optimisation, elle va bien au-delà des recherches, des utilisations basiques des mots-clés. C'est qu'elle implique une compréhension approfondie des intentions des utilisateurs et leur interaction avec les assistants vocaux. Alors, on peut ramener ça, si on parle par exemple de ChatGPT, on a bien compris que maintenant, prompter, ça devient un véritable talent et qu'on peut prompter en disant, écris-moi un texte à la manière de tel écrivain en tant de caractères, en trois parties, et qui pourrait être utilisé pour faire telle chose ou telle chose. Et donc, les utilisateurs et les consommateurs vont peu à peu s'améliorer et se spécialiser dans des recherches très approfondies, ce qui veut dire qu'il faut que les contenus suivent derrière, les réponses suivent derrière. Et c'est un véritable enjeu en termes de marketing d'influence. Ce qui veut dire que en 2024, exceller dans l'optimisation par la recherche vocale, ça devient une compétence clé de la stratégie marketing de contenu et ça contribue toujours de nouveau à une meilleure efficacité de la stratégie SEO. Mais ça intègre des vraies nouveautés. Enfin, on est vraiment sur des choses nouvelles qu'il va falloir prendre en compte assez rapidement. Et enfin, le soutien de l'intelligence artificielle. Donc, le soutien de l'intelligence artificielle, dans le marketing d'influence, l'intelligence artificielle sera utilisée de façon distincte. Donc, l'IA analytique pour l'analyse des données et des prévisions et l'IA générative pour la création de contenu. Donc, ce qui veut dire que d'un côté, elle améliore la productivité en analysant les données, en présélectionnant les influenceurs et en détectant la manipulation de l'engagement. Donc, si des choses, va être les marques seront plus à même de déceler des choses qui sont simplement de la manipulation sans réelle capacité d'engagement derrière. Et de l'autre côté, elle peut également permettre la création d'influenceurs virtuels. Vous avez dû entendre parler de cette influenceuse qui a collecté un salaire assez indécent en très peu de temps et elle est totalement virtuelle. Et donc, ce qui veut dire que c'est également un moyen de s'engager auprès des publics cibles. Alors, je n'ai pas parlé parce que c'est un peu quelque chose qui est contesté, c'est qu'on a aussi dans le marketing d'influence les bots qui apparaissent et donc qui sont un peu parfois un peu où il y a encore des progrès à faire, on va dire. C'est pas toujours encore très opérationnel. Donc, ce qu'on peut retenir de ces grandes tendances qui sont vraiment, on est là de la tendance, enfin, on est là du résumé. Je ne peux évidemment pas tout détailler en un quart d'heure, 20 minutes. C'est que, l'année 2024 va mettre en avant l'importance cruciale de l'authenticité, qui est un ingrédient fondamental pour des campagnes d'influence réussies. C'est que là, on n'a pas le choix. C'est qu'il faut aller sur des choses concrètes et vraiment être très proche des consommateurs et des cibles pour pouvoir s'imposer. On peut retenir la tendance du paid user-generated content, là où les marques rémunèrent les utilisateurs pour du contenu généré et qui émerge comme une stratégie de marketing d'influence en plein essor. C'est que ça devient vraiment important, cette rémunération de micro-influenceurs, et avec des engagements qui sont des engagements pérennes et des engagements à long terme.
Donc, ces micro-influenceurs prennent de l'ampleur et elles offrent aux marques des opportunités uniques pour des collaborations authentiques et ciblées. Donc, c'est vraiment ça s'installe vraiment dans le paysage. Et enfin, toujours à base d'intelligence artificielle, on a l'avènement d'influenceurs virtuels et donc qui permettent de varier les possibilités créatives et narratives. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Mais on pourrait en faire 18 chroniques encore, hein. Merci Coride. Et, tout cela est à la fois fascinant et probablement un peu inquiétant. J'imagine que ça se déploie d'abord dans les secteurs B2C, lorsqu'on essaye de toucher le consommateur personne physique. Est-ce que tu vois ces façons d'interagir se déployer, à ton avis, aussi dans le monde B2B dans les années qui viennent? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et enfin, on a des. Ça ne se déploie pas de la même manière, mais on a toujours des. C'est peut-être plus à base d'intelligence artificielle ou de, de recommandations, mais oui, ça se déploie toujours dans le secteur B2B. Maintenant, on est sur des réactions. Enfin, on peut avoir, je peux vous conseiller un meilleur prestataire sur ceci ou cela. Faites appel à nous pour une stratégie ceci, cela, et on va vous mettre en relation avec des gens qui nous ont testés, etc. Oui, oui, ça se déploie vraiment en B2B, oui.